Avant de commencer, si vous appréciez les histoires sombres, empreintes de mystères, de documents anciens et de secrets qu'il ne faudrait jamais révéler, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune nouvelle histoire comme celle-ci qui mêle le réel à l'inexplicable. Dites-moi dans les commentaires, d'où regardez-vous en ce moment? Je veux savoir jusqu'où va cette histoire. L'hiver 1923 arriva bien trop tôt dans l'Ohio rural, apportant avec lui un froid mordant qui semblait s'insinuer non seulement dans les maisons, mais aussi jusqu'aux os et aux pensées de ceux qui osaient rester dans la région. La neige s'amoncelait en épaisses couches autour du vieux manoir Halbrook, une imposante bâtisse construite des décennies plus tôt par une famille dont la richesse avait toujours été accompagnée de rumeurs inquiétantes. Les hautes fenêtres sombres du manoir reflétaient le blanc terne du ciel, comme des yeux vides observant silencieusement la décrépitude environnante. Thomas Hale, archiviste méticuleux connu pour son obsession des documents anciens, arriva en ville, une vieille mallette en cuir à la main et l'air sévère. Il n'était pas superstitieux, mais la façon dont les habitants évitaient d'évoquer le manoir éveilla chez lui une curiosité presque troublante. Thomas ne cherchait pas des histoires, il cherchait des preuves. Et les documents récemment découverts concernant le domaine Halbrook promettaient bien plus que de simples actes de propriété. De l'autre côté de cette histoire se trouvait Eleanor Whitmore, la dernière héritière connue du manoir. Sa présence en ville était rare, presque fantomatique. On disait qu'elle vivait recluse dans la propriété, refusant tout contact avec l'extérieur. Certains prétendaient qu'elle ne vieillissait même pas comme les autres, tandis que d'autres juraient ne l'avoir jamais vue, seulement des ombres derrière les lourds rideaux de la maison. Pour Thomas, Eleanor n'était pas une légende. Elle était la pièce maîtresse d'un puzzle qui commençait à prendre forme. Le premier indice provenait d'une série de lettres datées de 1898, écrites par un ancien employé du manoir. Le texte, bien que formel, laissait transparaître une tension sous-jacente. Il y décrivait des bruits provenant des murs aux premières heures du matin, des changements brusques de comportement chez les résidents et, enfin, un événement non précisé qui avait entraîné la disparition de 3 personnes la même nuit. Le document s'achevait abruptement, comme si l'auteur avait été interrompu ou empêché de poursuivre. Déterminé à affronter la vérité, Thomas décida de se rendre au manoir d'Halbrook. Le chemin qui y menait était étroit et partiellement enneigé, bordé d'arbres desséchés dont les branches tordues semblaient se pencher au-dessus de la route, tels des témoins silencieux d'un passé ancien et oublié. À mesure qu'il approchait, un malaise grandissant l'envahit. Non pas de la peur, mais une sorte d'avertissement instinctif, comme s'il franchissait une frontière invisible. La porte principale du manoir était entr'ouverte. Cela contredisait tout ce qu'il avait entendu. Aucun visiteur n'était autorisé, aucune interaction n'avait lieu. Pourtant, l'entrée était là, à la fois accueillante et menaçante. Thomas poussa lentement la porte, le grincement résonnant dans l'intérieur vide. L'air y était lourd, imprégné d'une odeur de vieux bois et d'une autre, plus difficile à identifier, quelque chose d'organique, presque métallique. Les meubles étaient recouverts de draps, mais pas complètement abandonnés. De subtiles traces d'utilisation récente subsistaient, une chaise légèrement déplacée, des marques au sol, une bougie à moitié fondue sur une table d'appoint. Tout indiquait que quelqu'un vivait encore là, ou que quelque chose continuait de se mouvoir entre ces murs. C'est dans le hall principal que Thomas découvrit le premier élément véritablement troublant. Un mur entier était recouvert de portraits de la famille Halbrook, des portraits officiels couvrant plusieurs générations. Pourtant, quelque chose clochait. Les visages, bien que distincts, partageaient une ressemblance inquiétante, non seulement génétique, mais aussi expressive. Ils semblaient tous arborer le même regard vide, la même rigidité dans leurs traits, comme figés dans un instant qui n'aurait jamais dû être immortalisé. En examinant les portraits, Thomas remarqua quelque chose d'encore plus étrange. Sur plusieurs d'entre eux, des figures apparaissaient en arrière-plan, comme étrangères à la composition originale. Des ombres, des contours indistincts,
des formes qui se répétaient d'une image à l'autre, telles une présence constante et silencieuse, observant chaque génération de la famille. Un bruit sourd et sec résonna dans le couloir. Thomas se retourna brusquement. Le bruit ne semblait pas lointain. Il provenait de l'intérieur même de la maison, peut-être d'un des étages supérieurs. Il resta immobile quelques secondes, à l'écoute. Le silence qui suivit était trop pesant pour être naturel. Sans dire un mot, il referma la porte derrière lui. À cet instant précis, même sans l'admettre, Thomas n'était plus là uniquement pour les formalités administratives. Il avait franchi un point de non-retour. Il y avait dans ce manoir quelque chose qui dépassait le simple cadre de l'histoire. C'était une présence tenace. Et, d'une certaine manière, il semblait l'avoir attendue. La ville qui entourait le manoir Albrook semblait exister grâce à lui, ou peut-être malgré lui. Les rues étroites, constamment piétinées et remodelées par le vent sous un manteau de neige, régnait un silence à la fois climatique et social. Rares étaient les habitants qui s'attardaient sur leurs porches ou flânaient tranquillement. Une tension sous-jacente se lisait dans leurs regards, comme si chacun partageait un savoir qu'il évitait d'exprimer. Avant sa visite au manoir, Thomas Hale avait passé quelques heures à l'état civil, un vieux bâtiment aux étagères croulant sous les registres jaunis. C'est là qu'il trouva le nom de Samuel Whitmore, l'époux d'Eleanor, officiellement déclaré mort en 1912. Pourtant, aucun acte de décès n'était disponible. Seul un rapport vague mentionnait des circonstances inhabituelles et une enquête classée sans suite. Ce détail, en apparence insignifiant, fut le premier indice que l'histoire du manoir était non seulement marquée par des tragédies, mais aussi par des zones d'ombre soigneusement entretenues. Le responsable des archives, un homme d'âge mûr nommé Bernard Keats, manifestait un malaise constant chaque fois que le nom d'Albrook était mentionné. Ses gestes s'accéléraient, son débit de parole devenait plus bref et son regard fuyait tout contact direct. Dans un moment d'hésitation, il laissa même entendre presque à voix basse que certaines familles de la ville avaient falsifié ou perdu des documents après avoir travaillé au manoir. Aucune preuve concrète, seulement des coïncidences répétées depuis des décennies. Thomas comprit que l'histoire du manoir d'Albrook ne se limitait pas à ses murs. Elle imprégnait la ville, façonnant les comportements, effaçant les traces, et ne laissant subsister que des fragments d'une vérité plus profonde. À l'intérieur du manoir, l'atmosphère renforçait cette impression troublante de continuité. En parcourant les couloirs, Thomas remarqua que l'architecture semblait avoir été modifiée au fil du temps. Des portes donnant sur des murs, des escaliers s'interrompant brusquement et des couloirs qui ne figuraient pas sur les plans originaux qu'il avait étudiés. C'était comme si la maison avait été aménagée non pour le confort, mais pour la dissimulation. Dans une des pièces adjacentes, il découvrit des carnets soigneusement rangés sur un vieux bureau. Leurs pages étaient remplies de notes méticuleuses, écrites pour la plupart par différentes mains au fil des ans. Le contenu allait de comptes rendus de comportement, descriptions détaillées des habitudes, des horaires et des réactions, à des observations plus troublantes qui laissaient supposer la présence d'une force qui dépassait le contrôle humain. Certains passages évoquaient la répétition du cycle, tandis que d'autres parlait du besoin de continuité. Il n'y avait pas d'explication directe, seulement des fragments qui, ensemble, formaient une structure incomplète et profondément troublante. Parmi ces documents, le nom d'Éléonore apparaissait fréquemment, mais jamais comme auteur. Elle était toujours l'objet d'une observation. Cela soulevait une question essentielle. Qui consignait tout cela? Et depuis combien de temps ce processus se poursuivait-il? La réponse sembla se dessiner lorsque Thomas découvrit un portrait différent des autres. Contrairement aux portraits officiels de la famille, celui-ci était plus petit, plus récent et non accroché. Il était appuyé contre le mur, comme s'il venait d'être décroché. Eleanor Whitmore y apparaissait assise, avec la même posture rigide et le même regard vide que sur les anciens portraits. Cependant, à côté d'elle, une silhouette se détachait partiellement, cachée par le cadre. Un homme, peut-être Samuel, mais son visage était déformé par une ombre qui ne correspondait pas à l'éclairage de la pièce.
Ce détail ne semblait pas accidentel. Une analyse plus poussée a révélé quelque chose d'encore plus troublant. L'ombre n'était pas sur l'homme, elle semblait émaner de lui. Tandis qu'il examinait le tableau, Thomas entendit de nouveau un bruit provenant de l'étage. Cette fois, plus distinct. Des pas, lents, traînants, délibérés. Il n'y avait aucune précipitation, seulement une présence. Il hésita un instant, mais la logique qui l'avait guidé depuis le début le poussa à poursuivre. Il gravit les marches avec précaution, chaque pas résonnant amplifié dans le silence de la maison. Arrivé au couloir supérieur, il constata que l'atmosphère était différente, moins préservée, plus délabrée. Les murs portaient des marques irrégulières, comme si quelque chose avait été traîné à plusieurs reprises contre eux. Une porte au bout du couloir était entr'ouverte. En s'approchant, Thomas remarqua une inscription sur le bois, gravée de façon irrégulière et apparemment avec une force excessive. Les mots étaient simples, mais empreints d'urgence. « Ne m'interrompez pas ». La signification de cette phrase était obscure, mais sa présence là, dans ce contexte, indiquait que quelque chose à l'intérieur du manoir suivait un processus continu. Quelque chose qu'il ne fallait pas perturber. Thomas poussa lentement la porte. Ce qu'il découvrit dans la pièce n'était pas vraiment inattendu, mais cela suffit tout de même à bouleverser sa perception de tout ce qu'il avait vu jusqu'alors. L'espace était agencé de façon presque clinique. Un lit parfaitement aligné, une table avec des instruments métalliques et au centre, une chaise placée sous une source de lumière directe. Eleanor Whitmore était présente, propriété. Ses yeux étaient ouverts, mais elle ne réagit pas immédiatement à la présence de Thomas. Sa respiration était lente, contrôlée, presque mécanique. Aucun signe de surprise, de peur ou de reconnaissance. Juste une immobilité absolue, comme si son existence était suspendue dans un entre-deux. Pendant quelques secondes, aucun des deux ne bougea. Puis, presque imperceptiblement, Eleanor inclina légèrement la tête. Et, pour la première fois, il prit la parole. « Vous avez mis trop de temps. » Cette phrase était dénuée d'émotion. C'était un constat. Et à ce moment-là, Thomas comprit qu'il n'était pas le premier à arriver là. Les paroles d'Eleanor ne se contentèrent pas de résonner dans la pièce. Elles s'imprégnèrent dans l'esprit de Thomas, lui conférant un poids croissant. Il n'y avait ni surprise, ni soulagement, ni menace directe dans sa voix. Juste une certitude. Comme si son arrivée s'inscrivait dans un schéma préétabli, quelque chose qui s'était déjà produit ou qui se produirait inévitablement. Thomas ne répondit pas immédiatement. Son regard parcourut la pièce avec plus d'attention, cherchant des schémas, des liens, le moindre indice que cette scène était le fruit d'une expérience contrôlée ou de quelque chose de plus difficile à nommer. Les instruments sur la table étaient inhabituels dans un cadre domestique. Leur disposition était précise, ils portaient des traces d'utilisation et pourtant aucun signe évident de négligence. Eleanor, toujours immobile sur sa chaise, le fixait du regard. Son attitude ne trahissait aucune agressivité, ni aucune fragilité. Sa présence était étrangement stable, comme soutenue par une force qui la dépassait. « Qui était là avant moi ?» finit par demander Thomas. Elle ne répondit pas immédiatement. Ses doigts se déplaçaient lentement le long de l'accoudoir du fauteuil, comme pour tester sa coordination. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix conserva le même ton neutre. Tout le monde posait cette question. La réponse n'a pas apporté de clarté. Elle n'a fait qu'amplifier le problème. Thomas fit un pas en avant, cherchant à réduire la distance qui les séparait. Le plancher craqua sous son poids, mais Eleanor ne réagit pas au bruit. Son attention demeurait fixe, presque calculée. Et que leur est-il arrivé? Un bref silence s'installa. Ce n'était pas de l'hésitation, c'était un choix. Ils ont interrompu. Ce mot avait une signification plus large qu'il n'y paraissait. Thomas l'associa immédiatement à l'inscription sur la porte. Ne pas déranger. Ce n'était pas un avertissement vain, c'était une règle. Interrompre quoi? Cette fois, Eleanor détourna le regard. C'était un mouvement subtil, mais significatif. Pour la première fois, quelque chose sembla lui échapper, malgré le contrôle rigide qu'elle exerçait.
le processus. Le terme était froid, technique, dénué de toute charge émotionnelle. C'est ce qui, plus que toute autre chose, accentua le malaise de Thomas. Les processus ont un début, un milieu et une fin, ils sont planifiés, répétés et améliorés. Et surtout, ils exigent de la continuité. Quel processus, Éléanore? Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle tenta de se lever. Le mouvement était lent, presque artificiel, comme si son corps avait besoin de réapprendre chaque geste. Une fois debout, elle sembla un instant perdre l'équilibre, mais elle ne tomba pas. Elle se redressa avec précision, reprenant la posture rigide qu'elle avait adoptée assise. Thomas remarqua alors quelque chose qu'il avait négligé, de subtiles marques autour de ses poignets. Elles n'étaient pas récentes, mais pas assez anciennes pour avoir complètement disparu non plus. Elles étaient répétées, guéries par couches successives. « Êtes-vous détenu ici ?» demanda-t-il d'une voix désormais plus ferme. Éléanore le regarda de nouveau. Cette fois, son expression était différente. Ce n'était pas de la peur, c'était de la reconnaissance. « Je suis retenu ici. » La correction fut immédiate, quasi automatique. Et elle impliquait clairement qu'il ne s'agissait pas d'une contrainte extérieure récente, mais d'une situation déjà bien établie. Avant que Thomas ne puisse insister, un nouveau son brisa le silence. Encore des étapes, mais maintenant il ne venait plus d'en haut, ni d'un point indéfini. Il venait du couloir. Directement, sans faute, se dirigeant vers la porte. Thomas se retourna instinctivement, son corps réagissant avant sa pensée. Éléanore, en revanche, ne laissa rien paraître de sa surprise. Elle ferma simplement les yeux un bref instant, comme si elle anticipait l'inévitable. La poignée de porte tourna lentement. La porte s'ouvrit dans un long grincement. De l'autre côté, un homme apparut. Son apparence était trop familière. Il fallut quelques secondes à Thomas pour comprendre ce qu'il voyait. Le visage, le cadre, même l'expression. Tout était identique à l'un des portraits du hall principal, Samuel Whitmore. Mais ce n'était pas possible. Les archives indiquaient son décès plus de 10 ans auparavant. Et pourtant, il était là, ou quelque chose utilisant sa forme. Ses mouvements étaient contrôlés, presque mécaniques. En entrant dans la pièce, son regard se fixa directement sur Thomas, ignorant complètement Éléanore. « Vous êtes entré sans autorisation », dit-il d'une voix basse et posée. Il n'y avait aucune émotion, aucune curiosité, juste de l'observation, comme Éléanore l'avait fait auparavant. Thomas conserva sa posture, bien que sa respiration fût devenue plus lourde. « J'ai trouvé les documents, les lettres. Je sais qu'il s'est passé quelque chose ici. » Samuel inclina légèrement la tête, reproduisant le même geste qu'Éléanore avait fait quelques minutes auparavant. Il les retrouve toujours. La répétition de ce schéma n'était pas une coïncidence. Elle était structurelle. Et elles finissent toujours de la même manière, a-t-il poursuivi. Thomas n'a pas reculé. « Qu'est-ce que tu es ?» La question resta en suspens un instant. Samuel fit un autre pas en avant. « Continuité. » La réponse était simple. Trop simple pour tout expliquer, trop complexe pour être ignoré. Avant qu'un autre mot ne puisse être prononcé, Éléanore fit un mouvement brusque. C'était le premier geste véritablement impulsif depuis que Thomas l'avait retrouvé. Elle fit un pas en avant, se plaçant légèrement devant lui, rompant ainsi pour la première fois la symétrie de la scène. « Il ne nous a pas encore interrompus, » dit-elle. Il y avait quelque chose de nouveau dans sa voix. Pas de l'émotion pure, mais de l'urgence. Samuel s'arrêta. Son regard se porta lentement sur Éléanore. Le silence qui suivit était différent des précédents, plus dense, plus pesant, comme si une décision était en cours d'évaluation. Thomas réalisa alors qu'il n'était pas en train d'enquêter sur quelque chose de vieux. Il était impliqué dans une activité dynamique et, pire encore, dans quelque chose qui semblait dépendre de son prochain choix. Le silence qui suivit l'intervention d'Éléanore n'était pas un simple intervalle. C'était une réorganisation invisible des forces présentes dans la pièce. Samuel resta immobile quelques secondes, comme s'il recalculait quelque chose qui venait de changer. Aucune irritation ni surprise ne transparaissait sur son visage. Juste un subtil ajustement dans sa façon d'observer Thomas.
Et maintenant, Éléanore. Thomas réalisa qu'il avait franchi une limite qu'il ne comprenait pas pleinement. Jusqu'à cet instant, il croyait reconstituer les fragments d'un passé. À présent, il se trouvait au cœur d'un événement encore en cours, un événement mêlant répétition, contrôle et peut-être remplacement. « Que se passe-t-il si je l'interromps » demanda Thomas, ne faisant cette fois aucun effort pour dissimuler la tension dans sa voix. Samuel ne répondit pas immédiatement. Son regard se porta un instant sur les instruments posés sur la table, puis sur Éléonore, avant de revenir à Thomas. « Vous m'avez déjà interrompu. » Cette déclaration frappa Thomas comme un coup sec. Elle n'avait aucun sens, et pourtant, en même temps, elle expliquait trop de choses. La familiarité du comportement d'Éléanore, la répétition de ses réponses, les enregistrements fragmentaires, tout indiquait un schéma qui dépassait le cadre d'une simple chronologie. « C'est impossible », rétorqua Thomas, plus pour lui-même que pour l'autre homme. Éléonore recula d'un pas, comme si le poids de la conversation commençait à l'affecter. Sa posture, autrefois rigide, laissait maintenant transparaître de légères failles, un léger tremblement des mains, une respiration moins maîtrisée. « Ce n'est pas impossible ici », dit-elle d'une voix plus basse. Ces paroles ouvrirent une nouvelle brèche dans la compréhension de Thomas. Ici ne désignait pas seulement le manoir comme un espace physique. C'était un état, un système isolé avec ses propres règles. Entre-temps, des détails apparemment sans lien ont commencé à s'assembler dans son esprit. Les carnets à l'écriture différente, les portraits aux motifs répétitifs, les modifications architecturales. Tout indiquait que le manoir n'était pas seulement le lieu du procès, il en faisait partie intégrante. « Les gens de cette ville », commença Thomas, enchaînant sur un autre élément. « Ils savent quelque chose, n'est-ce pas ?» Samuel ne l'a pas nié. Ils en savent assez pour ne pas s'approcher. Cette réaction a mis en lumière une réalité sous-jacente, restée implicite jusque-là, la complicité tacite de la ville. Non par une participation active, mais par omission. La peur collective s'était muée en une sorte d'accord tacite, ignoré pour survivre. Thomas se souvenait de Bernard Keats et de son hésitation au bureau d'état civil. Ce n'était pas seulement un malaise, c'était un savoir contenu. Ils ont falsifié des documents, ils ont effacé des personnes, a poursuivi Thomas. Ils l'ont ajusté, corrigea Samuel avec une froide précision. Ce mot renforçait l'idée que rien n'était laissé au hasard. Tout était contrôlé, corrigé et maintenu selon des normes acceptables pour que le processus puisse se poursuivre. À ce moment-là, Éléonore posa la main sur le bord de la table, comme si elle avait besoin de se soutenir. Son regard oscillait entre Thomas et Samuel, comme si elle était tiraillée entre deux directions incompatibles. « Tout le monde ne l'accepte pas », dit-elle presque à voix basse. Samuel se tourna vers elle, lui prêtant une attention plus soutenue. « Et qu'arrive-t-il à ceux qui n'acceptent pas ?» demanda rapidement Thomas, saisissant l'occasion. Éléonore ne répondit pas immédiatement. Son regard se fixa un bref instant sur le sol, comme si elle tentait d'accéder à des souvenirs qui ne dépendaient pas entièrement d'elle. Ils sont réintroduits. Le choix des mots était judicieux et troublant. Thomas comprit que cela ne signifiait pas simplement la mort. Il y avait quelque chose de plus complexe, un retour, une réintégration au sein du système, peut-être sans identité, sans mémoire, ni autonomie. Une nouvelle dimension s'est révélée lorsqu'il a compris que les carnets trouvés précédemment n'étaient pas de simples archives historiques. Ils constituaient un système de surveillance continue. Chaque personne ayant fréquenté le manoir y avait laissé des données, des schémas, des réactions. Le processus avait appris, il s'était adapté. « Vous êtes étudié », dit Thomas en regardant Éléonore. Elle leva lentement les yeux. « Je suis le résultat. » Cette réponse a complètement changé la donne. Éléonore n'était plus seulement une victime ou un témoin. Elle était le fruit d'un processus perfectionné pendant des décennies. En entendant cela, Samuel fit un pas en avant. Toujours incomplet. La tension monta de façon presque palpable. Pour la première fois, une divergence nette apparut entre les deux, faible certes, mais significative.
Thomas comprit que cette faille était peut-être la seule véritable opportunité de changer le cours des événements. « Et qu'est-ce qui manque » demanda-t-il. Samuel ne répondit pas. Éléonore, quant à elle, hésita, mais prit la parole, la conscience sans rupture. L'expression paraissait trop technique, mais le sens était clair. Maintenir une personne pleinement consciente tout au long du processus, sans provoquer d'échec, sans résistance, sans interruption. Thomas a alors compris quel était son rôle, pas en tant qu'enquêteur, mais en tant que variable. Une variable qui n'avait pas encore été entièrement intégrée. À cet instant, un nouveau son résonna dans la maison, différent des précédents, plus ample, comme s'il provenait de plusieurs directions à la fois. Un lent et constant traînement collectif. Thomas regarda vers la porte. « Nous ne sommes pas seuls ici, n'est-ce pas ?» Samuel répondit sans hésiter. « Ils ne l'ont jamais été. » Éléonore ferma les yeux plus longtemps cette fois. Ils reviennent. L'atmosphère changea instantanément. L'air semblait plus dense, plus lourd, comme si la structure même du manoir réagissait à l'approche de quelque chose de plus imposant. Pour la première fois depuis son entrée dans les lieux, Thomas ressentit quelque chose qui s'apparentait à une véritable peur, non pas à cause de ce que j'avais déjà vu, mais à cause de ce qui allait arriver. Le son qui résonnait dans les couloirs cessa d'être un bruit indistinct et commença à se structurer clairement. C'étaient des pas nombreux, synchronisés de façon irrégulière, comme si différents rythmes tentaient de coexister au sein d'un même mouvement collectif. Il n'y avait aucune urgence, mais une fatalité se faisait sentir. Quelque chose approchait, non pas comme une menace soudaine, mais comme une conséquence programmée. Thomas recula instinctivement d'un pas, les yeux rivés sur la porte entr'ouverte. L'air de la pièce semblait plus lourd, comprimé par une présence encore invisible, mais déjà nécessaire. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il sans détourner le regard. Samuel ne répondit pas immédiatement. Son silence, cette fois, avait une autre signification. Ce n'était pas seulement du contrôle, mais de la retenue. Éléonore rouvrit les yeux, et ce qu'elle y lisait n'était plus cette neutralité troublante. Il y avait un conflit, des tentatives, dit-elle. Ce mot suffit à bouleverser complètement la perception de Thomas. Tentative, cela impliquait des échecs, des itérations, des répétitions imparfaites. Le processus n'était pas parfait, encore. Avant qu'il puisse réagir, une première silhouette apparut dans le couloir. La faible lumière qui filtrait dans l'espace ne révélait qu'une partie de son corps, suffisamment pour qu'il comprenne que quelque chose clochait. Sa posture était instable, ses mouvements erratiques, comme si son corps répondait tardivement à ses propres intentions. Juste derrière eux, une autre silhouette, et une dernière. Des formes humaines, mais des comportements incomplets. Certains se déplaçaient trop vite, d'autres trop lentement. Certains s'arrêtaient brusquement, comme s'ils attendaient des instructions qui ne vinrent jamais. Thomas sentit son estomac se nouer. « C'étaient des gens », murmura-t-il. « Ils le sont toujours », corrigea Samuel avec une précision inquiétante. Cette réaction avait une portée éthique que Thomas ne pouvait ignorer. Il ne s'agissait pas d'une simple expérience, mais d'un système qui réutilisait les individus, les maintenait englués dans des cycles, les transformait en rouages d'un ensemble plus vaste. Et alors, la compréhension est apparue pleinement. Thomas tourna son regard vers Samuel. « Tu n'es pas l'original. » La déclaration a été diffusée avant qu'il puisse la filtrer. Samuel ne l'a pas nié. Pour la première fois, un léger changement apparut dans son expression, presque imperceptible, mais bien réel. La version originale n'a pas résisté à l'épreuve du temps, a-t-il déclaré. Cette phrase a ouvert une brèche définitive dans la structure narrative établie jusqu'alors. Samuel Whitmore, l'homme qui aurait dû être mort, ne faisait pas exception. C'était un exemple réussi, ou presque. Thomas regarda de nouveau Éléonore. « Et toi ?» Elle a mis plus de temps à répondre. « J'étais le premier à m'en souvenir. » L'impact de cette révélation fut immédiat. La conscience sans rupture. Elle a été l'élément déclencheur. Mais c'est aussi un problème. Les pas dans le couloir étaient désormais trop proches.
Des silhouettes commençaient à se rassembler devant la porte, emplissant l'espace de présence désordonnée. On distinguait quelques visages, déformés non pas physiquement, mais par l'expression d'émotions qui défiaient toute logique humaine. Thomas réalisa que le temps était écoulé. « Ils y vont », dit-il d'un ton urgent. « Ils viennent toujours », répondit Samuel. Mais quelque chose avait changé. Éléonore fit un autre pas en avant, cette fois avec plus d'assurance. Son corps présentait encore quelques imperfections mineures, mais son intention était claire. Pas cette fois. La phrase rompait le schéma. Samuel se tourna vers elle plus brusquement qu'auparavant. « Ceci est une interruption. C'est un choix », a-t-elle répondu. La différence entre les deux mots était fondamentale. Et à ce moment précis, le processus, ce système froid, répétitif et calculé, subit son premier véritable échec aux yeux de Thomas. Les silhouettes dans le couloir commencèrent à avancer. Mais en même temps, un événement inattendu s'est produit. Les lumières du manoir vacillaient. Un son profond parcourut la maison, comme si quelque chose à l'intérieur était forcé de dépasser ses limites. Les murs vibrèrent légèrement. Le sol sous les pieds de Thomas sembla céder un instant, comme si le bâtiment lui-même réagissait à cette rupture de son équilibre. Éléonore porta la main à sa tête, comme si elle entendait quelque chose que les autres ne pouvaient pas entendre. « Il essaie de réparer ça », dit-elle avec difficulté. « Le système ne tolère aucune déviation », déclara Samuel, adoptant désormais une attitude plus rigide, presque tendue. Mais sa propre voix portait quelque chose de nouveau, incertitude. Thomas réalisa alors qu'Éléonore n'était pas la seule à sortir de l'ordinaire. Il était là aussi. Et cela signifiait qu'il y avait une possibilité, petit, risqué. Mais c'est réel. Les premiers chiffres ont franchi le seuil. Leur mouvement était désordonné, mais déterminé. Il ne faisait aucun doute qu'ils se dirigeaient vers eux. Thomas jeta un rapide coup d'œil autour de lui. La table, les instruments, les carnets, tout faisait partie du processus. Et pour la première fois depuis qu'il y travaillait, il ne pensait pas comme un archiviste. Il pensait comme quelqu'un qui travaillait au sein du système. « Si c'est ce que vous apprenez, dit-il, presque pour lui-même, alors cela peut être déroutant. » Éléonore leva les yeux et croisa son regard. Il y avait de la compréhension. Samuel, quant à lui, resta immobile. « La confusion engendre l'instabilité », a-t-il déclaré. « Exactement, » répondit Thomas. Leurs regards se croisèrent un bref instant. Et à ce moment précis, l'axe de l'histoire a basculé du tout au tout. Il ne s'agissait plus de découvrir ce qu'était le manoir, mais il s'agit de décider quoi en faire. Les chiffres ont progressé. Et pour la première fois, le processus se trouvait confronté à un problème qu'il n'était pas préparé à résoudre immédiatement. Choix. La première silhouette franchit entièrement le seuil de la pièce et sa présence changea l'atmosphère d'une manière presque physique. Ce n'était pas seulement sa démarche erratique ou son allure débraillée. C'était un sentiment de disharmonie, comme si quelque chose d'essentiel était en décalage avec le reste du monde. Juste derrière elle, d'autres commencèrent à affluer à l'entrée, formant une masse informe de corps qui semblaient partager la même intention, quoique mal exécutée. Thomas recula d'un pas, mais son esprit fonctionnait désormais différemment. La peur n'avait pas disparu. Elle avait simplement été remplacée par une pensée urgente, presque mécanique. Chaque détail autour de lui cessait d'être une simple observation et devenait une possibilité. Éléonore resta en tête, maintenant sa position avec un effort visible. Son corps réagissait par de petits spasmes, comme si quelque chose à l'intérieur d'elle était tiraillé dans des directions opposées. Pourtant, elle ne recula pas. « Ils sont en train d'être redirigés », dit-elle avec difficulté, les yeux fixés sur les silhouettes qui avançaient. Samuel inclina légèrement la tête, analysant la scène avec une attention renouvelée. « Correction du débit », a-t-il déclaré, mais sa voix n'avait plus la même stabilité qu'auparavant. La différence était subtile, mais décisive. Le système, celui qui sous-tendait toute la logique du manoir, tentait de se réorganiser face à l'anomalie, et l'anomalie était désormais double.
Thomas s'approcha rapidement de la table, son regard scrutant les instruments avec une attention plus soutenue qu'auparavant. Des schémas se dessinaient, des séquences. Il ouvrit un des carnets et commença à feuilleter les pages d'une hâte maîtrisée. Les notes, qui lui avaient paru éparses, commençaient à prendre sens dans un contexte plus large. Réaction à des stimuli, ajustement après des échecs, tentative de stabilisation. Ce n'était pas qu'un simple record, c'était un manuel incomplet. « Éléanore » appela-t-il sans quitter les pages des yeux, « quand tu as dit que tu te souvenais, te souviens-tu de tout ?» Elle ne répondit pas immédiatement. Son regard vacilla un instant, comme si accéder à ses souvenirs exigeait plus qu'elle ne pouvait supporter. « Je me souviens d'assez de choses pour savoir quand ça échoue. » C'était la réponse dont Thomas avait besoin. « Alors, dites-moi comment casser ça. » Samuel fit un pas en avant, plus rapidement qu'auparavant. C'était la première fois qu'il manifestait une réaction aussi impulsive. « La rupture n'est pas une option, » a-t-il déclaré, avec une fermeté qui semblait désormais défensive. Thomas leva les yeux. « C'est déjà arrivé. » Le regard de Samuel se fixa sur le sien, et pendant une seconde, il y avait là quelque chose qui n'était pas qu'un simple calcul. C'était une reconnaissance. Les silhouettes continuaient d'avancer. L'une d'elles était déjà suffisamment avancée dans la pièce pour que son visage soit parfaitement visible. Son regard était absent. Sa bouche s'ouvrait et se fermait sans un bruit, et ses mouvements semblaient décalés par rapport à ses intentions. Mais malgré tout, cela a continué d'avancer. Il allait toujours de l'avant. Éléanore porta la main à sa poitrine, respirant avec plus de difficulté. « Il essaie de redémarrer », a-t-elle dit. « Redémarrer quoi ?» demanda rapidement Thomas. Elle hésita. « Tous. » Le mot s'est abattu comme un poids définitif. Thomas comprit immédiatement ce que cela signifiait. Il ne s'agissait pas simplement de corriger un défaut précis. Le système était prêt à tout effacer et à recommencer à zéro. Effacer les archives, effacer les individus, effacer la conscience. Supprimez-le. Supprimer Éléanore. Peut-être même Samuel. La maison entière sembla réagir à cette éventualité. Un son grave résonna à nouveau dans les murs, plus intense qu'auparavant. Les lumières vacillèrent plus violemment, projetant des ombres déformées qui se mouvaient indépendamment des silhouettes réelles. Thomas claqua le carnet. « Alors, nous ne pouvons pas laisser cela se produire. » Samuel observait tout attentivement, mais sa posture était désormais plus rigide, comme s'il était ramené de force à un schéma qu'il ne maîtrisait pas totalement. « Le redémarrage garantit la stabilité, » a-t-il déclaré. « Le redémarrage vous anéantit, » a répondu Thomas. Cette phrase a fait mouche. Samuel resta immobile. Ses yeux clignèrent une fois, plus lentement que d'habitude. Éléanore s'en rendit compte. « Il ne veut pas disparaître, » dit-elle presque à voix basse. La déclaration n'était pas accusatrice, c'était un fait. Et c'est là que la structure a vraiment commencé à se fissurer. Samuel recula d'un petit pas, un geste minime, mais lourd de sens. Pour la première fois, il ne se contentait plus de défendre le système, il réagissait de lui-même. Les chiffres, cependant, n'ont pas cessé. De plus en plus de personnes s'entassaient dans l'embrasure de la porte. L'espace devenait intenable. Dans quelques secondes, il n'y aurait plus aucun moyen de reculer. Thomas jeta un rapide coup d'œil autour de lui. « Si cela recommence, nous avons besoin d'un point central, » a-t-il déclaré, « d'un lieu de contrôle. » Éléanore leva les yeux avec difficulté. « Sous-sol !» La réponse est venue presque automatiquement. Samuel ferma les yeux un bref instant. Et lorsqu'il les rouvrit, quelque chose avait changé. « Vous n'y arriverez pas, » dit-il. Mais sa voix ne sonnait plus comme une certitude absolue. Thomas fit un pas vers la porte latérale de la pièce, une sortie secondaire qui était passée inaperçue jusque-là. Nous sommes déjà allés trop loin pour faire demi-tour. Éléanore bougea, encore avec difficulté, et se plaça à côté de lui. Les chiffres ont franchi une nouvelle étape collective. Samuel resta où il était, divisé. Le bruit provenant du manoir s'intensifia de nouveau, accompagné cette fois d'une vibration constante dans le sol. Il n'y avait plus aucun doute.
Le processus réagissait à pleine échelle, et pour la première fois, rien ne garantissait qu'elle serait en mesure de se réorganiser à temps. Thomas serra la poignée de la porte latérale. Il regarda Éléonore. Ensuite, pour Samuel. « Tu viens ou tu restes ?» La question ne portait pas uniquement sur la physique, c'était un problème structurel. Samuel n'a pas répondu immédiatement, et cela, en soi, constituait déjà un changement irréversible. L'hésitation de Samuel ne dura que quelques secondes, mais dans ce contexte, le temps semblait s'étirer anormalement. Les silhouettes commençaient déjà à traverser la pièce, leurs mouvements désordonnés engendrant une progression inéluctable. L'espace de sécurité avait disparu. Thomas n'attendit plus. Il tourna la poignée et ouvrit la porte latérale d'un geste décidé. Le couloir qui suivait était étroit, faiblement éclairé, avec des murs plus nus, moins habités que le reste de la demeure. Cette partie du bâtiment ne semblait pas faite pour les humains. Elle paraissait fonctionnelle, comme si elle avait été construite pour assurer le fonctionnement d'une machine. « Maintenant » dit-il sans se retourner. Éléonore fut la première à bouger. Malgré les imperfections de son corps, ses mouvements étaient empreints d'une nouvelle intention. Ce n'était plus une simple réaction au système, mais un choix conscient. Elle franchit la porte et descendit le couloir, s'appuyant parfois contre le mur, mais sans s'arrêter. Thomas la suivit immédiatement. Un bref instant, le bruit des silhouettes s'estompa au loin, non pas parce qu'elles s'étaient arrêtées, mais parce que le nouveau chemin créait une séparation temporaire. Pourtant, l'écho des pas irréguliers persistait, résonnant dans la maison. Samuel resta dans la pièce, mais seulement pour une seconde de plus. D'un mouvement brusque, le plus humain jusqu'alors, il se retourna et entra lui aussi dans le couloir. La décision avait été prise, et avec cela, quelque chose au sein même du système sembla réagir. Le couloir se mit à vibrer plus intensément, comme si le choix de Samuel avait engendré une instabilité accrue. Les lumières vacillèrent plus fréquemment, et un son grave et continu accompagna chaque pas, tel un avertissement persistant. Thomas se déplaçait rapidement, mais avec une perception nouvelle. Il n'observait plus avec simple curiosité ou analyse. Il identifiait des schémas en temps réel, de petits détails, marques au sol, usure des murs, variations de température, indiquaient une direction, un usage, une répétition. « Par ici », dit-il en tournant brusquement à gauche lorsqu'il remarqua une portion de trottoir plus usée. Éléonore n'a pas posé de questions. Elle a simplement suivi. Samuel le suivait de près. La dynamique entre les trois avait changé. Il n'y avait plus d'observateurs, de composants ni de contrôleurs clairement définis. Désormais, chacun était en mouvement au sein d'un système qui tentait de réagir à sa propre défaillance. « Le métro ?» commença Thomas tandis qu'ils avançaient. « Comment y arrive-t-on » Éléonore répondit sans hésiter. « Ce n'est pas un accès direct, cela change. Comme la maison, » a ajouté Thomas. Elle hocha légèrement la tête. Cela confirma le soupçon le plus troublant. Le manoir n'était pas qu'un simple décor. Il faisait partie intégrante du processus, adaptable, réactif, et cela signifiait que le chemin vers le point central ne serait pas fixe. Ce serait un effort constant. Le couloir débouchait sur un escalier étroit en colimaçon. L'air y était plus froid et plus humide. Une odeur métallique plus forte flottait dans l'air, semblable à celle que Thomas avait sentie en entrant dans la maison, mais à présent plus concentrée. « Tiens, » dit Éléonore, « ils ont commencé à descendre. À chaque pas, le son au-dessus d'eux s'intensifiait. Les silhouettes n'avaient pas perdu leurs traces. Au contraire, elles semblaient désormais se déplacer avec plus de précision, comme si le système ajustait sa réponse. « Il apprend », dit Thomas, presque à bout de souffle. « On apprend toujours », répondit Samuel. Mais sa voix portait désormais quelque chose qui n'y était pas auparavant. Préoccupation. Arrivé au pied de l'escalier, l'atmosphère changea radicalement. Plus aucune trace de maison traditionnelle. L'espace était vaste et irrégulier, avec des structures métalliques intégrées à la pierre d'origine. Des tuyaux couraient le long des murs, certains vibrant légèrement, comme transportant un fluide en perpétuel mouvement.
Au centre de l'espace, une structure se détachait. Un ensemble de mécanismes interconnectés, en partie mécaniques, en partie de fonctions indéfinies. Il y avait là un mouvement, lent, constant, comme une respiration structurelle. Thomas marqua une pause d'une seconde. Ce n'était pas qu'un simple point de contrôle. C'était le noyau. Éléanore porta de nouveau la main à sa tête, mais cette fois-ci, elle ne recula pas. « C'est ici qu'il range tout, » dit-elle. Thomas s'approcha lentement, ses yeux absorbant chaque détail. À présent, tout ce qu'il avait vu prenait sens dans une logique plus large. Les enregistrements, les répétitions, les tentatives. C'était un système de conservation. Mais pas des vies, des motifs. Samuel s'arrêta quelques pas en arrière. Il observa le noyau avec une intensité différente, non pas comme quelqu'un qui le contrôle, mais comme quelqu'un qui, enfin, le voit de l'extérieur. « Cela ne devait pas s'arrêter », a-t-il déclaré. Thomas se retourna partiellement. Tout pourrait s'arrêter. Samuel ne répondit pas. Éléanore fit un autre pas en avant. « Si vous vous arrêtez, tout disparaît. » Cette phrase a rappelé toute la gravité de la décision. Il n'y avait pas de solution neutre. Il n'y avait pas d'issue sans frais. Thomas prit une profonde inspiration. Pour la première fois depuis son entrée dans le manoir, il ne se contentait plus de réagir ou d'essayer de comprendre. Il était en train de prendre une décision, et leur décision ne reposait plus sur des documents, une logique ou des normes. Cela reposait sur un élément que le système ne pouvait pas entièrement prévoir, intention. Derrière eux, le bruit des silhouettes commença à résonner dans l'escalier. Ils étaient en train de couler, rapide. Le temps était écoulé. Thomas examina le noyau, ensuite pour Éléanore, et enfin pour Samuel. Voyons donc ce qui se passe lorsqu'elle est confrontée à quelque chose qu'elle ne peut pas reproduire. Les tensions environnementales ont atteint un nouveau niveau. Il ne s'agissait plus seulement de survivre, c'était une confrontation directe avec la structure même qui soutenait tout. Et à ce moment-là, Thomas n'était plus le même homme qu'avant d'entrer dans le manoir. Il avait cessé d'être un observateur de l'histoire. C'en était trop pour elle. Le bruit des silhouettes descendant l'escalier cessa d'être une simple menace imminente et devint un repère temporel. Chaque impact irrégulier contre les marches, chaque traînée déséquilibrée indiquait qu'il ne restait que quelques instants avant que l'espace ne soit occupé. Il n'y avait plus de place pour l'hésitation. Thomas progressa d'un pas assuré vers le cœur du système, guidé désormais non seulement par l'analyse, mais aussi par une compréhension fonctionnelle de celui-ci. Les schémas qu'il avait observés dans les carnets, dans les couloirs et dans les réactions de la maison elle-même y convergeaient. Tout reposait sur la continuité, sur la répétition maîtrisée, sur la stabilité. Et c'était précisément ce qu'il fallait briser. « D'où Éléanore, tu as dit que tu te souvenais quand ça a échoué », dit-il sans quitter des yeux la structure devant lui. « Que se passe-t-il en premier ?» Elle s'approcha lentement, le corps encore instable, mais l'esprit plus présent que jamais. Perte de synchronisation, puis chevauchement. Chevauchement de quoi? Des états, de versions. La réponse était suffisante. Thomas passa la main sur l'une des surfaces du noyau, sentant la vibration constante qui parcourait toute la structure. Son fonctionnement était cyclique, des séquences qui devaient rester alignées pour éviter l'effondrement. « Alors, si on mélange les états, » murmura-t-il, « le système n'arrive pas à se décider lequel conserver, » a ajouté Éléanore. Samuel observait en silence, mais son regard avait changé. Il y avait quelque chose de plus, non pas du doute, mais un conflit intérieur. Il comprenait ce qui se tramait, et il connaissait le risque. « Cela ne crée pas un échec, » a-t-il déclaré. « Cela crée une instabilité totale. » Thomas se retourna. Exactement. La réponse n'était pas difficile, elle était simple. Samuel fit un pas en avant. L'instabilité totale n'est pas synonyme de contrôle. Ce n'est pas un choix, c'est l'effondrement. « Et comment appelez-vous le contrôle ?» rétorqua Thomas. « Répéter les mêmes choses aux gens jusqu'à ce qu'ils cessent de résister ?» Le silence qui suivit fut bref, mais pesant. Éléanore est intervenue avant que la situation ne dégénère en confrontation directe. « Nous n'avons pas le temps. »
Le bruit des pas résonnait désormais jusque dans le sous-sol. Certains avaient déjà atteint les dernières marches de l'escalier. Leurs mouvements semblaient moins désordonnés qu'auparavant, non pas parce qu'ils s'étaient améliorés, mais parce qu'ils étaient en train de s'ajuster. Le système affinait sa réponse. Thomas se tourna rapidement vers le cœur du dispositif. Il observa les connexions, les points de convergence, les répétitions mécaniques et structurelles. Il y avait un schéma central, quelque chose qui synchronisait l'ensemble. Ceci, dit-il en désignant un ensemble précis de connexions qui pulsaient à intervalles réguliers, c'est le rythme. Eleanor se rapprocha, forçant son corps à réagir. C'est ce qui permet de maintenir la cohérence des versions. Il nous faut donc rompre cet alignement, a déclaré Thomas. Samuel ferma les yeux un bref instant. Si vous faites ça, il n'y a pas de retour en arrière. Thomas n'a pas répondu immédiatement, parce qu'il le savait déjà. Les premières silhouettes commencèrent à apparaître à l'entrée du métro, plus nombreuses, plus proches. Leurs yeux, encore divergents, semblaient chercher quelque chose de précis, comme s'ils avaient déjà repéré le point d'arrivée. Eleanor les regarda, puis le noyau. Eux aussi en font partie, a-t-il déclaré. Thomas s'acquiesça. Alors, utilisons cela. Il se dirigea rapidement vers l'un des panneaux partiellement exposés du noyau. Ce n'était pas un mécanisme traditionnel, mais il comportait des points d'interaction, des zones où le flux pouvait être modifié. Si le système apprend à partir de schémas, commença-t-il, alors donnons-lui simultanément des schémas contradictoires. Eleanor comprit immédiatement. Forcer plusieurs lectures simultanées. Samuel ouvrit les yeux. Ce n'est pas un ajustement, c'est une rupture. C'est un choix, répéta Thomas, reprenant les mots d'Eleanor. Le bruit des silhouettes emplissait désormais tout l'espace. Certaines avançaient déjà dans le métro, se rapprochant les unes des autres, en lignes irrégulières, mais avec une direction bien définie. Thomas posa les mains sur la structure. Il a ressenti la vibration, le rythme, répétition. Et, pour la première fois, il n'a pas cherché à le comprendre complètement. Passez à l'action. Quand je ferai ça, dit-il en regardant Eleanor, tu devras rester consciente. Elle acquiesça, même si elle savait ce que cela signifiait. Douleur, surcharge, pire encore. Samuel les observait tous les deux, divisés jusqu'au dernier moment. « Et moi ?» demanda-t-il pour la première fois, sans avoir de réponse toute faite. Thomas le fixa du regard. « C'est à vous de décider si vous souhaitez continuer à en faire partie ou non. » La question n'était pas technique. C'était existentiel. Les silhouettes n'étaient plus qu'à quelques mètres. Le noyau vibra plus fortement comme s'il anticipait ce qui allait se produire. Eleanor ferma les yeux un instant, prit une profonde inspiration, puis les rouvrit avec une clarté qu'elle n'avait jamais manifestée auparavant. Je maintiens ma position. Thomas agrippa fermement la structure. Samuel fit un pas en avant. Et, dans ce dernier instant avant le point culminant, toutes les pièces du puzzle étaient en place. Il n'y avait plus aucun doute. Il n'y avait plus de temps. Il ne reste plus qu'une chose, c'était l'action. Le premier contact de Thomas avec le noyau ne fut pas seulement physique, il fut invasif. Dès que ses mains se posèrent sur la structure pulsante, une décharge parcourut ses bras et se répandit dans tout son corps comme un courant vivant et désorganisé. Ce n'était pas une douleur ordinaire, mais une superposition de sensations, comme si de multiples stimuli tentaient d'occuper le même espace simultanément. Le système a réagi immédiatement. La vibration s'intensifia et le rythme, jusque-là régulier, se mit à osciller. De légères variations apparurent dans les pulsations de la structure, comme si quelque chose était forcé de sortir de son schéma naturel. « Maintenant !» dit Thomas, la voix tendue, luttant pour garder son sang-froid. Eleanor s'avança. Ses yeux se fixèrent sur le noyau, et lorsqu'elle tendit la main, son corps tout entier sembla se figer un instant. Au contact, la réaction fut encore plus violente qu'avec Thomas. Un spasme la parcourut, la faisant presque tomber, mais elle resta imperturbable. « Je peux le voir, » dit-elle avec difficulté. « Quoi ?» demanda Thomas, sans lâcher la structure. « Tout en même temps. »
les silhouettes avaient déjà atteint le centre du métro. Leurs mouvements, auparavant erratiques, affichaient désormais une convergence inquiétante. Elles n'avançaient plus seulement, elles étaient dirigées. Samuel observait la scène avec une intensité croissante. Quelque chose en lui réagissait à l'instabilité du système. De petits mouvements involontaires se manifestaient dans son corps, comme des échos de ce qui se passait au cœur du système. « Il essaie de vous corriger », a-t-il dit. Thomas a encore renforcé la structure. « Alors, aggravons les choses. » Il modifia la pression, fit glisser sa main le long d'un point d'écoulement et imposa une nouvelle variation de rythme. L'effet fut immédiat. Le noyau émettait un son plus aigu, presque comme un crépitement interne. Éléanore a crié, mais il n'a pas reculé. « Ça se chevauche », dit-elle d'une voix tremblante. « Les versions, il y en a trop, elles ne sont pas alignées. » Les personnes autour d'eux commencèrent à réagir. Certains s'arrêtèrent brusquement. D'autres ont avancé trop vite. L'un d'eux entra en collision avec l'autre et tous deux tombèrent, mais ils continuèrent à se déplacer sur le sol comme s'ils ne reconnaissaient plus leurs propres limites. Le système était défaillant, mais pas de façon simple. Il était en train de s'effondrer. Samuel fit un pas en avant, visiblement affecté. Sa respiration, auparavant maîtrisée, devint irrégulière. « Cela ne va pas se stabiliser », a-t-il déclaré. Thomas ne se retourna pas. « Il n'est pas nécessaire de stabiliser. » Éléanore ferma les yeux très fort. « C'est clivant. »« Certainement, » dit Thomas. « Vous avez dit que vous pouviez le faire. » Elle prit une profonde inspiration, essayant de rester concentrée. « Je peux le faire, mais pas longtemps. » Le noyau se mit à pulser de façon chaotique. Le rythme avait complètement disparu. Ce qui avait été une séquence prévisible n'était plus qu'un effondrement de cycles superposés, conflictuels et incompatibles. Les murs du sous-sol vibraient plus intensément. De petites fissures commencèrent à apparaître dans la structure. Un son grave et continu résonnait, comme si le manoir tout entier était poussé au-delà de ses limites. Les réactions des individus se sont manifestées de manière de plus en plus extrême. Certains s'arrêtèrent complètement immobiles. D'autres se déplaçaient simultanément dans des directions opposées, leur corps étant incapable de décider quel ordre suivre. Et puis un événement inattendu s'est produit. L'une des silhouettes s'est arrêtée. Complètement. Lentement, il leva la tête. Et il regarda autour de lui, avec concentration, en pleine conscience. Thomas s'en rendit compte. Ça fonctionne. Éléanore ouvrit les yeux, même si elle luttait visiblement contre le danger. Non, ça brise le contrôle. Samuel observait cette silhouette. Et, pour la première fois, quelque chose avait clairement changé sur son visage. Ce n'était pas un calcul, c'était une question de perception. « Ils reviennent », dit-il, presque incrédule. Mais le système a réagi, de manière violente. Le noyau émit un son abrupt, plus fort que tous les précédents. Et puis, une décharge massive a traversé toute la structure. Thomas a été projeté en arrière. Éléanore tomba à genoux. Samuel chancela mais ne tomba pas. Les lumières s'éteignirent un instant. Silence. Total. Pendant une seconde qui sembla s'étirer au-delà du temps. Alors, tout est revenu à la normale. Mais pas de la même manière. Le noyau était toujours en mouvement, mais irrégulier, instable. Les silhouettes qui les entouraient étaient différentes. Certains restèrent immobiles, d'autres regardaient autour d'eux, comme s'ils se réveillaient. Et certains continuaient à se déplacer de manière erratique, piégés entre les états. Thomas se releva avec difficulté, son corps réagissant encore au choc. Il regarda Éléanore. Elle était consciente, respiration difficile, mais présente. Puis il regarda Samuel. Il resta debout. Mais quelque chose avait changé. Sa posture n'était plus rigide, son regard n'était plus vide. Il était en train de choisir. Le système n'avait pas été complètement détruit, mais je n'avais plus le contrôle non plus. Thomas prit une profonde inspiration. La confrontation n'était pas terminée, mais l'équilibre était rompu. Et à ce moment-là, pour la première fois depuis le début, l'issue n'était plus claire.
Le silence qui suivit la sortie n'était pas un silence de soulagement, mais un silence de transition. Une pause qui ne marque pas la fin de quelque chose, mais la réorganisation de tout ce qui avait été brisé. Thomas sentait encore son corps réagir, comme si une partie de lui avait été temporairement intégrée à ce système et qu'on la lui restituait incomplètement. Ses muscles tremblaient légèrement, mais son esprit restait clair. Pour la première fois depuis son entrée dans le manoir, il ne cherchait pas à comprendre de quoi il s'agissait. Il en savait déjà assez. Il ne restait plus qu'à régler les problèmes qu'il avait causés. Autour d'eux, les silhouettes demeuraient dans des états divers. Certaines étaient complètement immobiles, comme si le détachement partiel avait été permanent. D'autres manifestaient des signes évidents de conscience. Elles regardaient autour d'elles, se touchaient le corps, se retiraient instinctivement les unes des autres. Il y avait de la confusion, de la peur, et quelque chose de plus profond, un retour. Mais il n'était pas complet, ce ne serait jamais le cas. Eleanor se leva lentement, s'appuyant avec effort sur sa jambe. Son regard parcourut la pièce avec une attention renouvelée, comme si elle découvrait cet espace pour la première fois sans l'interférence directe du système. « Ce n'est pas stable, dit-elle. Thomas acquiesça. Ça ne devrait pas être là non plus. Le noyau, toujours actif, pulsait de façon irrégulière. Il n'y avait plus de rythme défini, ni de contrôle central clair. Ce qui était autrefois un système clos était devenu une structure ouverte et fragmentée, incapable d'imposer un ordre absolu. Samuel resta à proximité, observant tout en silence. Mais ce n'était plus le même silence. Il y avait des conflits internes, conscience, et surtout, l'incertitude. « Ça ne s'arrête pas là », a-t-il finalement déclaré. Thomas le regarda. « Vous n'êtes pas obligé de terminer. » La réaction n'a pas été la résignation, c'était délibéré. Samuel fronça légèrement les sourcils, comme s'il assimilait l'idée. Sans contrôle, cela devient imprévisible. « Et ça a toujours été le cas, » répondit Thomas, « sauf pour toi. L'importance de cette déclaration n'a pas été négligée. » Samuel détourna le regard, observant l'une des silhouettes qui peinaient à se relever. Leur mouvement était lent, confus, mais déterminé. L'exécution mécanique d'avant avait disparu. Il y a eu une tentative. Ils ne survivront pas comme ça, a-t-il déclaré. Eleanor s'approcha, encore chancelante, mais déterminée. Ils ne vivaient pas avant. Cette phrase a mis fin à toute tentative de justifier le système comme étant fonctionnel. Il ne restait plus qu'un choix. Pas un choix parfait, pas un choix sans risque, mais un vrai choix. Un nouveau son résonna dans les souterrains, plus profond, plus structurel. Thomas regarda immédiatement autour de lui. Les fissures dans les murs s'étaient élargies. De petits fragments de pierre commençaient à se détacher. Les vibrations, autrefois maîtrisées, se propageaient désormais de manière anarchique dans toute la structure. « La maison... » commença-t-il. « Ça répond, » a ajouté Eleanor. Samuel leva lentement les yeux. « Non, ça ne marche pas. » La différence était cruciale. Le manoir Albrook était bien plus qu'un simple décor pour le système. Elle faisait partie de lui. Et sans contrôle central, il n'y avait plus de stabilité structurelle. Le bruit d'un effondrement résonna quelque part au-dessus. Thomas a pris une décision immédiate. Nous devons partir. Eleanor hésita un instant, fixant le noyau. Et eux, Thomas suivit son regard. Les chiffres, les vestiges du processus, les survivants de la répétition. Il savait qu'il n'existait pas de solution complète. Il n'y avait pas le temps. Certains partiront, dit-il. D'autres ne partiront pas. C'était une dure vérité. Mais c'était la seule possible. Samuel resta immobile un long moment. Puis, il recula d'un pas. « Je resterai. » Thomas le fixa du regard. « Cela pourrait encore vous tuer. » Samuel ne détourna pas le regard. « Ou vous pouvez me montrer qui je suis sans lui. » Le choix avait été fait, et, pour la première fois, c'était à lui. Eleanor observa Samuel un instant, comme si elle essayait de comprendre pleinement cette décision. Mais il n'a pas insisté. Elle se tourna vers Thomas. « Allons-y. » Les deux hommes commencèrent à escalader l'échelle désormais instable.
Le chemin du retour n'était plus le même. Des parties de la structure avaient bougé, d'autres s'effondraient. Le bruit de l'effondrement se faisait plus fort à chaque seconde. Pendant leur ascension, Thomas ne se retourna pas. Mais je le savais. Je savais que quelque chose n'avait pas été résolu. En arrivant à l'étage, ils constatèrent que le manoir n'était plus dans son état d'origine. Le sol était criblé de profondes fissures, les murs penchaient à des angles impossibles et l'air était saturé de poussière et de débris. La sortie principale était encore visible, mais de justesse. Ils avançaient rapidement, évitant les passages qui s'effritaient, ignorant le bruit incessant du bois qui se brisait et des structures qui s'écroulaient. Lorsqu'ils ont finalement franchi le seuil, le silence extérieur était presque violent. Il neigeait encore. Le monde a continué de tourner. Mais derrière eux, le manoir Albrook s'est effondré, pas lors d'une explosion, mais dans un effondrement progressif, comme s'il était tiré vers l'intérieur, partie par partie, souvenir après souvenir, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un amas inégal de ruines recouvertes de neige. Thomas resta immobile pendant quelques secondes. Eleanor était à ses côtés, respirant difficilement, mais vivante. Rien n'a été dit, parce qu'il n'y avait pas assez de mots. Mais une chose était claire, le système était défaillant, pas complètement détruit, mais libéré du contrôle qui la rendait fonctionnelle. Et ça, c'était beaucoup plus dangereux. Des mois plus tard, de nouveaux documents ont commencé à apparaître au bureau d'état civil de la ville. Rien d'officiel, rien de complet, des notes isolées, écrites de mains différentes, sur des papiers qui n'auraient pas dû être là. Des témoignages font état de personnes aperçues marchant dans la neige, désorientées, sans aucun souvenir, mais vivantes. Parmi ces documents, un nom apparaissait plus d'une fois, Thomas Hale. Toujours associé à des endroits où elle n'a rien à faire, toujours décrit par différents témoins, toujours avec la même observation finale. Il semblait chercher quelque chose, ou quelqu'un. Et sur l'une des dernières pages retrouvées, il n'y avait qu'une seule phrase, écrite d'une pression irrégulière, comme si elle avait été faite avec difficulté. Le processus se poursuit, mais maintenant vous apprenez par vous-même. Et si cette histoire n'était pas qu'une fiction ? Et s'il existait des endroits où le temps ne suit pas les mêmes règles, où les décisions ne disparaissent pas, mais se répètent simplement de manière différente, dites-moi maintenant, croyez-vous que Thomas a vraiment quitté cette maison ? Ou est-il toujours impliqué dans le processus? Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez qu'il s'est réellement passé. Votre théorie pourrait révéler quelque chose que personne d'autre n'a. Remarquez, et si vous aimez les histoires sombres, pleines de mystères et de rebondissements inattendus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Parce que la prochaine histoire, c'est peut-être plus proche de la réalité que vous ne le pensez.